de retour, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 23h avec Alpha Baldé, François Manardo et avec notre invitée Marinette Pichon. Bonsoir Marinette. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler foot féminin. Et oui, certains disent qu'on n'en parle pas assez, mais dans l'after, on en parle. On en parle d'autant plus qu'il y a le championnat d'Europe qui commence dans 3 jours. Et puis on en parle encore d'autant plus qu'il y a un documentaire qui sera diffusé dimanche soir, 22h50 d'ailleurs, sur France 4, de mes ex-collègues Alain Vernon et Abdel Zouiwesh qui ont réalisé ce documentaire et qui retrace tout simplement l'histoire des Bleus avec un E, c'est d'ailleurs le titre du documentaire, les Bleus avec un E, l'histoire de 1971, date du premier match des Bleus jusqu'à aujourd'hui, avec évidemment toute la difficulté qu'a connu le foot féminin pour s'imposer en France et ailleurs, mais aussi avec les grandes personnalités qui ont aidé, alors les joueuses comme Marinette Pichon, mais pas seulement, des dirigeants aussi. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est assez émouvant parce que Louis Nicolin fait partie de ces dirigeants qui ont œuvré et qui ont œuvré pour qu'il y ait des équipes féminines en France, des équipes importantes, Jean-Michel Aulas également. Donc tout ça est raconté dans ce documentaire. Vous êtes un peu une pièce centrale, évidemment, de l'histoire des Bleus. Désolé de vous, de vous parler comme ça, mais c'est vrai que vous êtes aussi au centre de ce documentaire-là parce que vous connaissez cette histoire par cœur. Vous avez connu, on va dire, les bons et les moins bons moments aussi de cette montée en puissance du foot féminin. Oui, je crois qu'on a participé avec les copines à des moments plutôt agréables, à des moments plutôt désagréables, à des moments de fight où il a fallu se faire respecter. C'était pas évident au tout début et même après avoir passé certaines années, on s'est rendu compte vite que le foot féminin n'avait pas forcément tout de suite sa place, c'était pas très apprécié. Donc il a fallu revendiquer notre volonté de pratiquer et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de voir en avant-première le doc qui a été réalisé, qui est juste magnifique, et les propos qui sont évoqués sur le premier match. Dans les premières années, c'est ça. Le premier match, le 17 avril 71, c'est juste catastrophique d'entendre elle peut pas plonger parce que sinon elle va rouler, elle va défaire son brushing. Enfin, c'était juste, excusez-moi du terme, un peu du foutage de gueule à l'époque. Ouais, et ces propos-là, en gros, à l'époque, ils étaient fréquents, faut bien le dire. Faire du foot, c'était pas du tout. Alors en 71, j'en parle pas, mais même, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en 71. Dans les années 80 ou 90, on a vu arriver 2000 même. Tu remontes jusqu'à la fin des années 2000. Marinette, vous, quand vous étiez jeune, petite, entre guillemets, comment ça se passait? Parce que vous n'étiez pas seule. Moi, je me souviens, je jouais au foot, il y avait des filles. D'ailleurs, le principe était de mixer avec les garçons dans un premier temps. Je ne sais pas si ça existe toujours jusqu'à une certaine catégorie d'âge. Ouais, ça existe encore. Moi, j'ai fait mes débuts de footballeuse, entre guillemets. On n'aspire pas forcément à une carrière, mais dans un club masculin, uniquement masculin, dont j'étais la seule fille à venir pratiquer. Donc j'avais le vestiaire attribué, dédié avec le club briennois de la SSB Brienne, donc dans l'Aube. J'avais une place particulière. Mais c'est vrai que quand on franchit un palier, qu'on intègre un club féminin, on se rend compte que dans les endroits où on passe, on n'est pas forcément désiré, même si ensuite ça va évoluer au fur et à mesure avec les résultats, avec les performances, avec des campagnes choc de communication qui ont été portées par la Fédération française de football, dont une, je me rappelle très bien. À partir de 2009. Exactement. Faut-il, elle s'était dénudée, les joueuses de l'équipe de France s'étaient dénudées. Dont Gaëtan. Et le slogan, c'était faut-il en arriver là pour que vous veniez nous voir jouer. Ça avait été une campagne choc et qui avait réellement porté ses fruits. Et heureusement que cette campagne a été couplée 2 ans plus tard avec les premiers vrais résultats, avec la première demi-finale de l'équipe de France à la Coupe du Monde en Allemagne. Et 4e place au final. Oui, parce que sinon ça aurait risqué d'être un coup d'épée dans l'eau. Mais moi j'étais à la fédération à ce moment-là sur la partie com, et je m'étais intéressé très très tôt au football féminin après dans ma carrière de journaliste, et en guise de clin d'œil, je me souviens très bien que lorsque j'avais proposé de couvrir la Coupe du Monde aux États-Unis en 99, avec la finale au Rose Bowl, avec 100 000 spectateurs pour une finale de Coupe du Monde féminine, je me souviens que la réponse des rédacteurs en chef, que ce soit de l'équipe et France Football, c'était non, ça ne nous intéresse pas. Alors là, pour le coup, ce qui a complètement changé aujourd'hui. Mais il faut rappeler juste un truc, c'est qu'aux États-Unis, le soccer, notamment chez les filles, est très très populaire. Les filles jouent beaucoup au foot, alors que les garçons pas forcément. D'une loi de parité dans les années 70, qui était la loi 9, si je me souviens bien, qui permettait aux filles de pouvoir faire les mêmes sports que les garçons. Sauf que comme les garçons avaient le hockey sur glace, le football américain, le basket, qui étaient des sports un peu plus de contact, les filles, du coup, elles
sont rapatriés vers un sport qui était plutôt délaissé par les mecs, qui était le soccer. Tiens, on rappelle qu'on est avec Marinette Pichon. 112 sélections, c'est ça? 81 buts. Et vous êtes toujours la meilleure buteuse de. Ouais, j'espère bien que le record va tomber. On dit meilleure buteuse. Buteuse, ouais. La meilleure buteuse, 81 buts. Alors, j'ai regardé, il faut un petit peu de temps parce que c'est 65 buts la deuxième. C'est Eugénie Le Sommer. Il y a quelques matchs quand même sur le championnat d'Europe. C'est vrai que surtout quand on regarde les sélections, le nombre de sélections qu'elles ont, les filles là, effectivement, c'est des carrières longue durée. Un mot pour revenir quand même à ces débuts. Alors, on a dit 71, c'est catastrophique autour des, on va dire, des terrains. Et à partir de quand, on va dire, ça se structure? On sait que, je remonte là carrément plus loin, Aimé Jacquet a joué un rôle important dans l'histoire et dans le positionnement, on va dire, technique même des filles à Clairefontaine d'ailleurs. Oui, où il implante le premier pôle dédié à la formation féminine. Il nous accompagne sur un championnat d'Europe en 2001 en Allemagne où les médias s'investissent et commencent à nous suivre. Il est notre fer de lance. On a un Aimé qui est vraiment dédié à la cause de notre football et qui polarise une certaine attention, qui arrive à fédérer quelques mouvements et à la fois que ce soit de la part des médias mais aussi des entreprises qui commencent à s'intéresser, à injecter financièrement. Donc c'est grâce à ce grand homme que le foot féminin et après la fédération a suivi. Il a aidé aussi médiatiquement, même sur la diffusion des matchs. Ouais. Il a aidé à ce que Canal diffuse un match à une époque, je crois que c'était Geoffroy Guichard. Ouais, c'est ça, qualif à la Coupe du Monde exactement, où on s'impose 1-0 sur un but de Coco Diacre à cause de Clermont. Voilà, c'était pour nous c'était juste fabuleux d'arriver à ce type de promotion. Ceci dit, par rapport à la médiatisation, mais aussi après par rapport à la formation, mais sur la médiatisation, puisqu'il faut appeler un chat, dans le football français, un vrai pays, c'est pas macho, parce que macho, à la limite, ça pourrait prêter à sourire parfois, mais un vrai pays de misogyne par rapport au football féminin, c'est que à la Coupe du Monde aux États-Unis, ou alors un Euro, pardon, la France est en phase finale, et puis elle a un troisième match, c'était TF1 qui avait acheté les droits, elle a un troisième match pour du beurre parce qu'elle est déjà éliminée, elle joue contre l'Italie, il me semble, ce troisième match, et TF1, diffuseur de l'équipe de France de foot, l'équipe de France féminine refuse de diffuser le match parce que, estimant que la France est éliminée, préfère passer un feuilleton ou un jeu, ce qui était un nouveau coup de cutter. L'autre chose sur la formation, puisque Aimé Jacquet est un des fondateurs, qui est très intéressante, c'est que quand Gérard Rouillet reprend la formation, en revanche, il s'aperçoit d'une chose qui a été mal fichue au niveau de la formation des filles, c'est que c'est une pyramide inversée. Les efforts se sont terriblement concentrés sur l'équipe de France. Et alors, au niveau des championnats, à part Soyo et Juvisy, c'est vraiment un no woman's land. Et il a fallu que Gérard Rouillet inverse cette pyramide pour qu'au niveau de la masse, on puisse avoir une formation de qualité et dont l'équipe de France allait pouvoir tirer meilleure partie sur la durée. Mais il y avait comme ça des choses qui étaient un peu déconnantes. Au passage, on peut parler des clubs. Là, le documentaire, il est centré sur l'équipe de France féminine, qui effectivement est une locomotive pour le foot féminin. Les clubs, Juvisy, effectivement, ces noms-là, Soyo, c'est des clubs qui ont été importants dans l'histoire du foot, même si maintenant il y a Lyon, il y a le PSG, et qui sont toujours importants. Juvisy est toujours un gros club. Toujours partie du paysage, mais qui rencontre certaines difficultés pour rivaliser face au gros budget que représentent les écuries comme le Paris Saint-Germain, l'OL et Montpellier, parce que vous l'avez souligné, Florian, à juste titre, Louis Nicolin a été le premier à croire dans le foot féminin et leur fameuse équipe qualifiée pour la Coupe d'Europe. Donc voilà, après il y a eu Jean-Michel, Olas qui a suivi, mais ce qui est sûr, c'est que grâce à des grands bonhommes comme ça, on arrive à développer et aujourd'hui, la fédération prend le relais avec évidemment la belle performance de cette équipe de France en Coupe du Monde 2011 dont on se souvient tous. Et puis on attend enfin une médaille. Ça, on va en parler tout à l'heure parce qu'effectivement le palmarès il est pas mal, mais on est toujours un petit peu en bas du podium. Il est vierge. Quatrième. Les parcours sont beaux. Quatrième au JO à Londres, quatrième à la Coupe du Monde en 2011, on vient de le dire. Quart de finaliste au championnat d'Europe 2009-2013, presque plus décevant, parce que c'est vrai que c'était la Coupe du Monde, c'était un petit peu le très bon moment. On va en parler parce qu'évidemment on parlera aussi de la compétition qui s'annonce dans quelques instants et du groupe avec l'Islande, l'Autriche et la Suisse. Mais David nous appelle au 32-16. Salut David. Oui,
bonjour tout le monde. Supporter de Lyon, et on parlait justement parce que dans le documentaire qui, je rappelle, sera diffusé un dimanche sur France 4 à 22h50, il est fait évidemment référence à ces hommes comme Nicolin Aulas qui ont été importants, comme le disait Marinette, David. Ah, ça c'est sûr, oui, c'est sûr. Je pense même d'ailleurs, même si je suis supporter de Lyon, je pense Montpellier avant Lyon d'ailleurs. Mais cela dit, dès que le club qui s'appelle avant FC Lyon d'ailleurs, qui est un club qui existe toujours, mais les filles sont passées après sous l'étiquette Olympique Lyonnais. Je pense que, et Jean-Michel Aulas et le président de l'époque, je crois que c'était Monsieur Piémontel, par rapport au foot féminin, ont senti un petit peu, enfin Jean-Michel Aulas a senti un petit peu le potentiel et l'évolution du foot féminin français et a mis des moyens que malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il y a trop peu de clubs professionnels qui ont des équipes féminines, mais qui ne sont pas professionnels malheureusement. Et ce qui fait un championnat à deux vitesses, et il y a trop peu de clubs selon moi. Enfin, tous les clubs, selon moi, devraient faire comme Jean-Michel Aulas. Peut-être pas avec les mêmes moyens et les mêmes joueuses, mais en tout cas, au moins d'avoir des équipes pro. Ouais, mais c'est vrai que le foot féminin maintenant, de par on va dire cette structure avec les clubs pro, quand on est abrité par l'OL, par le PSG, ça donne quand même tout de suite une autre envergure. Et on voit aussi des relations très sympas, réseaux sociaux ou autres, ou même des fois des moments de communication communs entre les garçons et les filles. De plus en plus, on s'aperçoit, alors en équipe de France, ça existe aussi, mais on sent de plus en plus une relation des joueurs qui viennent voir des joueurs masculins qui viennent voir les matchs de l'équipe féminine. On voit ça souvent d'ailleurs à Charletti. Et des messages assez sympas. Ça n'existait pas du tout à une époque, ça, Marinette, c'était des univers quand même très cloisonnés. Ouais, quand on était tous rassemblés, du moins les deux équipes de France à Clairefontaine, on se croisait à peine. Alors nous, ça a un peu muté quand on est arrivé avec les performances et la couverture médiatique. Mais aujourd'hui, on voit qu'on est passé d'une obligation à une vraie volonté, que c'est sincère, que les échanges, que les encouragements, que les tweets, l'animation sur les réseaux sociaux est naturel, que c'est pas forcé, c'est pas du tout forcé, c'est plutôt agréable à voir. Après, je pense aussi que la sympathie des filles y est pour quelque chose. D'une, elles ont des résultats. Deux, elles sont accessibles. Trois, elles permettent d'ouvrir un panel à une population intéressante. Et voilà, je trouve que c'est plutôt encourageant pour les présidents de clubs qui décident de mettre les moyens, d'accompagner, même si, comme le disait à juste titre David, on a toujours ce double projet avec les joueuses qui ne peuvent pas, certains clubs ne peuvent pas supporter un salaire et permettre de rémunérer une joueuse pour se dédier complètement à la pratique du sport. Il y a un truc très clair aussi, il faut le dire, quand ça a commencé comme tout sport qui se lance, techniquement c'était pas fort. Alors que maintenant, techniquement, physiquement, toute cette professionnalisation et tout simplement l'effort qui a été fait pour développer ce sport fait que on a des matchs de foot, on a une vraie compète, on a de vrais matchs de foot. Faut être honnête, en 71, 80, 75, c'était les débuts, c'était un petit peu particulier. Mais maintenant au moins on a une compète. Donc là on n'est plus du tout dans la même chose. C'est aussi pour ça finalement que les gens adhèrent, parce que quand on regarde les matchs maintenant de foot féminin, on se passionne. La preuve, il y a des tas de gens, il y a eu des records d'audience aussi pour le foot féminin. Oui, et puis parce que c'est devenu un sport spectacle aussi sur le foot féminin. C'est vrai je pense que pour ma part, il ne faut pas comparer le masculin et le féminin. On a nos atouts, les filles ont leurs atouts techniques, intellectuels, tactiques, à l'identique de leurs homologues masculins. Cependant, le football féminin reste du football féminin. On sera toujours un peu plus lente, on sera toujours un peu moins rapide dans les exécutions, mais on a ce côté un peu moins tranchant, un peu moins pleureuse sur le terrain, où quand on prend un coup, les filles se relèvent. Par exemple, les matchs, et pour en avoir fait d'ailleurs aussi, pour avoir joué contre des équipes féminines, le ballon reste plus en jeu. Comme il y a un peu moins de contact entre guillemets, donc moins d'arrêt de jeu, donc un jeu plus fluide entre guillemets, plus agréable, avec des actions qui durent plus, avec un temps de jeu on va dire plus conséquent. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Marinette. Aujourd'hui, à part l'arbitrage, qui est encore un souci, je pense que techniquement au niveau des joueuses, c'est le poste de gardienne qui reste un corps peut-être à développer, qui est peut-être pas au diapason des joueuses de champ, qui techniquement et physiquement et au niveau de la lecture du jeu sont au point, mais le poste de gardienne, à part, je trouve, chez les Américaines, où il y a une surathlétisation, mais en Europe, on n'a pas encore, sauf quand on va acheter des filles qui sont à 1m90 avec, comme on dit dans le jargon, des segments très grands. Je pense que ça pêche encore un peu, non, de ce côté-là. Ouais, c'est clair. Alors moi, j'ai eu l'opportunité de vivre une expérience aux États-Unis et en France. Première chose a été. Je sais en effet que c'est hyper. À Philadelphie. Tout à fait, François. Ouais. C'était à Philadelphie et j'ai évolué aux côtés de Hope Solo, donc c'est pas n'importe qui quand même. Elle a gardé mes cages pendant une année, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que c'est un poste qui
mérite peut-être réflexion, mais souvent les joueuses qui sont gardiennes actuellement sont ou ont été gardiennes joueuses de champ et ont passé de ligne en ligne pour se retrouver dans les buts. Donc c'est par dépit que par choix. Et aujourd'hui, chez les hommes, effectivement, dès le départ, on développe une capacité, on a cette faculté à être bon dans les airs, à se coucher au sol, alors que les femmes, il n'y a que très peu de gardiennes qui ont un potentiel, on va dire, international à pouvoir alimenter. Et on le voit, c'est en effet une carence pour l'équipe de France ou pour le sélectionneur. On va en reparler. Oui, juste rapidement, vous avez parlé tout de suite de volonté, alors que, comme le disait David, notre auditeur tout à l'heure, je pense qu'il y a certains clubs qui ne veulent pas franchir le pas, c'est-à-dire professionnaliser ce football féminin-là. Alors moi, de ma vision personnelle, quand je regarde ces compétitions-là, quand vous avez de belles actions, vous avez de beaux buts, ou vous avez un beau match, vous entendez quand même des remarques du genre pour un football féminin, pour le foot féminin, c'est pas mal. Voilà. Donc est-ce que moi en tout cas, je pense que toujours on est dans une certaine forme de refus d'acceptation de ce football féminin-là, même si ça évolue, vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui expliquerait ça et est-ce que ça pourrait dépasser cela également, ça pourrait évoluer? Ça va, enfin ça a déjà évolué moi je me rappelle, j'ai pas eu beaucoup de réflexions dans ma carrière, j'ai dû avoir 2 ou 3 réflexions à la con, excusez-moi l'expression, du style est-ce que tu sais faire un amorti poitrine? Bah oui mon gars, c'est exactement le même que toi, sauf que moi j'ai une poitrine à la place des pecs, mais je le fais exactement de la même façon. Après c'est d'inciter, de pouvoir échanger, pas fermer cette discussion et ce dialogue, parce que bien souvent les personnes qui ont un jugement assez négatif sur la pratique de notre football se rendent compte que quand ils prennent le temps d'aller dans un stade ou de regarder à la télé un match, change certains regards dans leur analyse. Et à un moment donné, c'est comme ça, évidemment, mais c'est le propre français. Enfin, les mentalités, on va pas. Il y a tout à refaire en France. Il y a beaucoup de choses qui avancent et d'autres qui régressent. On a bien avancé. Enfin, vous l'avez vécu. Il y a eu un mépris et il y a encore des relents de mépris. Ouais, mais il y a eu un mépris fort pour le foot féminin. Et je pense que c'est des choses qui évoluent aussi entre les années 70, 80 jusqu'à 90, un peu à vous ghettoiser. Pour vous protéger de ce mépris. C'est un réflexe de repli. Aujourd'hui, quand j'ai visionné le reportage, mais j'étais au début très en colère. Je les ai insultés. Enfin voilà. Je lui ai dit mais comment vous pouvez à un moment donné pendant la projection. Les gens qui insultaient. Pas Alain évidemment. Alain fait un très beau reportage. J'étais très bien accompagné. Loin de là. Non, pas Alain. Mais enfin les remarques sexistes, tout ce qui c'était vraiment. J'ai pas l'habitude d'entendre ce genre de choses et je crois que de toute façon on n'est pas préparés pour entendre ça. On reste avant tout des êtres humains, des femmes qui pratiquent, qui ont décidé de pratiquer un sport et on a choisi de pratiquer le sport qui économiquement est le plus attractif en France. Mais c'est notre choix. On a des avantages et des atouts dans ce domaine-là. On les a mis tout simplement en œuvre. Mais c'est vrai que on avance, on a été méprisé, c'est vrai, mais au moins il y a eu des gens qui ont eu le courage de taper sur la table pour faire changer les choses et on l'a vu depuis 2011 avec un plan de féminisation par la Fédé, par l'accompagnement des médias et notamment France Télévisions et Eurosport qui se sont vraiment dédiés à communiquer et à donner une vraie place à ce football féminin. On avance, on ne changera pas toutes les mentalités, c'est pas possible. On va continuer ce débat dans quelques instants. Je rappelle donc ce documentaire dont parle Marinette Marinette évidemment qui est un acteur de ce documentaire, Les Bleus avec un E, réalisé par Alain Vernon, Abdelzouyesh, à suivre sur France 4, 22h50 dimanche 16. Pourquoi dimanche? Parce que c'est le début de l'Euro dimanche 16 juillet. Les Françaises, elles commencent 2 jours plus tard, je crois, le 18. Contre l'Islande. Et on va parler d'ailleurs de cette équipe de France, de ses chances avec Marinette Pichon. On va profiter de sa présence pour parler évidemment de cette compète. Vous l'aurez compris, ce documentaire, il retrace toute l'histoire de l'équipe de France féminine depuis 1971, depuis le premier match des Bleus, c'était en avril 71. Dans quelques instants, on continue à parler foot féminin. Je vous rappelle que dans la deuxième heure de l'after, il y aura les avis tranchés et un gros plan sur Rennes. À tout de suite dans l'after.